a beaucoup parlé des avatars, potentiellement de qui pouvait se cacher derrière. Alors même si la question est un peu plus vaste, mais j'ai envie de vous la poser, monsieur le député, sur le sujet de l'identité numérique. Alors c'est plus vaste, bien sûr, mais à un moment ou à un autre, ça peut être aussi connecté au monde de l'Internet ou au monde du métavers. On en est où finalement un peu aujourd'hui sur ce domaine et les potentielles problématiques qu'on pourrait avoir sur les applications informatiques et en particulier sur le métavers. Alors c'est une question compliquée, mais il y a deux questions dans votre question. Il y a l'identité numérique comme étant la porte d'entrée à un certain nombre de services, France Connect, les réflexions qu'il y a en France autour d'une identité numérique souveraine, puisqu'en vérité, on a plusieurs identités numériques, c'est les fameux couples, j'allais dire ID et puis mot de passe, ce qui vous sert à rentrer dans un service, que ce soit un service privé. Les internets sont finalement qu'un supermarché dans lequel on trouve de grands magasins qui sont eux-mêmes des entreprises privées qui décident des conditions d'accès à ces magasins, et chacun a leurs termes de condition ou standards de communauté, etc. Et c'est à partir de cette identité qu'on est connu, reconnu et en capacité de pouvoir interagir avec un certain nombre d'acteurs. Et puis il y a l'autre sujet qui est l'identité numérique qui sert au quotidien à accéder à des services publics. La France a pris du retard là-dessus, soyons très honnêtes. Il y a eu des réflexions qui ont été menées, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance très vite. Probablement aussi en partageant avec nos amis européens pour qu'on puisse délivrer finalement à l'ensemble de nos concitoyens la possibilité de détenir une identité numérique qui soit la prolongation de notre carte d'identité, qui nous permette tout à chacun finalement de faire un certain nombre de démarches auprès des services publics. C'était en creux ce que j'entendais de votre première question, mais en creux j'entends aussi dans votre question la notion d'anonymat, pseudonymat, etc. Moi, depuis des années, quitte à être parfois un peu orthogonal avec des paroles publiques, et parfois de très haut niveau, qui revendiqueraient qu'il faudrait finalement mettre fin à une forme d'anonymat. D'abord, je conteste qu'on soit anonyme sur Internet, sur les Internets. Quel que soit l'endroit, quel que soit le moment, vous laissez toujours des traces. Et encore une fois, les dernières affaires qui ont été élucidées par nos forces de sécurité font la démonstration que pour les criminels qui, de longue date, agissent dans la clandestinité qu'ils cherchent à entretenir, on finit par les retrouver. On va revenir ici sur Encrochat, sur SkyUCC, sur les affaires dont on parlait à l'instant, avant d'entamer cette table ronde, qui sont des belles affaires, avec plusieurs millions de crypto-monnaies qui ont été saisis et récupérés. Comme quoi, même pour les systèmes les plus aboutis, ou en tout cas ceux qui pensent être dans les systèmes les plus aboutis, on n'est jamais totalement à l'abri dès lors qu'on consacre des moyens qui permettent de faire de l'investigation au même niveau, ou en tout cas avec les mêmes méthodes et les mêmes moyens que celles et ceux qui cherchent à avoir des comportements criminels. L'anonymat, il faut pouvoir le préserver. Je m'explique quand même en 2 minutes parce que sinon personne ne va comprendre. Enfin, il y a des moments de sa vie où on ne peut plus avoir d'interaction sociale, y compris avec ses parents. Enfin, des problèmes, par exemple, de gens qui ont des questionnements autour de leur identité de genre, qui entretiennent des relations avec une communauté qui leur est strictement confortable et nécessaire. Il y a aussi une autre dimension. Il y a des pays dans lesquels l'expression publique est beaucoup plus contrainte que dans la nôtre. Et si on veut avoir des opposants à un certain nombre de régimes politiques, on ne pourra pas imposer aux plateformes de faire en sorte que vous soyez identifiable tout de suite maintenant, plus que dans la rue. Dans la rue, on n'est jamais totalement anonyme, mais on ne se balade pas avec son identité en permanence pour être connu de toutes et tous. Donc je pense que les équilibres trouvés aujourd'hui qui font que, même si la tâche est complexe pour les forces de sécurité, parfois d'identifier les auteurs d'un certain nombre de crimes, il n'y aurait rien de pire que d'imaginer devoir imposer à tous et à toutes que nous soyons en permanence à décliner qui nous sommes et à pouvoir être identifiés par les autres. Moi, je suis dans cette salle, les uns et les autres me connaissent, mais si je suis dans la rue, comme je ne vise pas la notoriété, je croiserai beaucoup de monde sans qu'on sache jamais que j'étais là, que j'étais dans la rue, et c'est très bien ainsi. Et il faut aussi que ce soit, de mon point de vue, comme ça sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'on reste inactif. Recrutement de 1500 cyberpatrouilleurs, création du filtre anti-arnaque, 17 cyber,
création du GIP à CIMA dans le quinquennat précédent, en complément de l'ANSSI, dont les moyens ont été renforcés. Création du cybercampus, avec des volontés et des velléités, évidemment, de structurer à la fois des offres souveraines et en même temps de mettre en commun un certain nombre de choses. Et moi, je crois qu'à la fin des fins, je veux dire comme dans la vraie vie, comme on dit in real life, c'est la conjugaison de celles et ceux qui se lèvent le matin avec la volonté de protéger notre pays, qui sont parfois de simples citoyens, qui agissent par exemple auprès de Pharos. Il y a un certain nombre d'organisations qui sont aujourd'hui des informateurs, ou en tout cas des tiers de confiance pour Pharos, qui sont structurés, organisés. D'autres sont moins structurés, moins organisés, mais agissent au quotidien aussi en faisant du signalement, en remontant de l'information aux forces de l'ordre pour pouvoir permettre d'eux. Tous ces éléments-là sont de nature à nous permettre à notre pays finalement de lutter contre le déplacement d'un certain nombre de criminalités. Il nous faudra renforcer incontestablement les moyens, et puis avec de nouveaux sujets sur l'ingérence, vous parliez tout à l'heure de ces phénomènes sur l'Ukraine, du recours à la technologie pour faire passer soit du false flag, soit de la fake news, soit de la fausse information. La vidéo qui est un dessin animé la semaine dernière qui méprise nos armées à la faveur d'un discours qui sert les intérêts de Wagner en Afrique, parce que je dis en Afrique parce que ce n'est pas un seul pays qui est aujourd'hui concerné. Je pense au Burkina Faso et puis je pense à d'autres terres de conquête pour les Russes par l'intermédiaire de Wagner. Et pas que. C'est des sujets qui doivent retenir notre attention. Le filtre anti-arnaque, pour l'expliquer en 2 mots, il part d'un principe qui fait que finalement la France va peut-être adopter les codes d'autres pays qui étaient moins complexés que nous, à l'idée de dire on ne mettra jamais fin à la criminalité totalement. Mais on va expliquer à celles et ceux qui veulent faire leurs petites affaires qu'il vaudra mieux qu'ils passent leur temps à le faire ailleurs. Parce que dans ce que vous avez dit tout à l'heure, et dans l'évolution de la menace qu'on voit aujourd'hui arriver, ce n'est pas des types qui ont appris le code à l'école avec un sweat à capuche, des spécialistes de Python, je ne sais quoi. C'est aussi des gens qui achètent pour pas cher le truc de chez Lockbit, de chez Everest, avec un ROI dessus. On leur explique que finalement, s'ils ne sont pas contents de l'outil, ils seront remboursés. Et en gros, c'est des techniques qui sont moins complexes que parfois d'autres attaques qui nécessitent de l'ingénierie sociale, de la préparation à long terme, etc. etc. Cette criminalité-là, il faut lui expliquer que chez nous, ça va être plus compliqué. Et qu'on ne va pas régler les problèmes du monde, mais s'ils veulent le faire ailleurs, on ne les invite pas à le faire. Mais en tout cas, on va les dissuader d'imaginer que c'est simple chez nous d'aller extorquer des citoyens, des TPE, des PME, des ETI, etc. Et finalement, ce dispositif, il naît de cette idée-là, c'est de rendre plus complexe. Et puis, on sait bien que quand on rend les choses plus complexes, on va forcer l'attaquant à d'autres méthodes d'attaque. Et plus on est brut, plus on est visible. Donc, il y a aussi un équilibre à trouver là-dessus, en tout cas, une inclinaison à trouver, forcer l'adversaire à être plus brutal. C'est une façon de, finalement, lui rendre obligatoire de se dévoiler un peu plus. Et là, pour le coup, peut-être et probablement de s'exposer aux forces et aux compétences qu'on va mobiliser pour tenter de l'appréhender. Moi, je suis très confiant sur la façon dont notre pays appréhende tout ça. Je suis très attentif au fait que nous ne sombrions pas vers ce vers quoi un certain nombre d'attaquants de dimension plutôt État, proto-État ou organisation criminelle très organisée souhaiteraient nous faire plonger, c'est-à-dire finalement au renoncement de nos valeurs individuelles et de liberté individuelle, liberté fondamentale. Et on a des aménagements à trouver sur la conservation des données, je sais bien, sur peut-être certaines durées de réputation du crime possible. Enfin, je discutais hier soir avec Cécile Augereau chez Pharos. On voit bien que parfois, dans le droit de la presse, par exemple, sur un certain nombre de délits, le fait qu'il y ait une péremption à 6 mois, c'est compliqué. On a des débats avec la CNIL sur la conservation des données, parce que faire de l'enquête, c'est aussi, j'allais dire, matérialiser les preuves et obtenir des preuves et pouvoir les sauvegarder. Donc on a des enjeux là-dessus. Faisons très simple. Aujourd'hui, dans le code pénal, il est plus sévèrement puni l'usurpation d'une plaque d'immatriculation qu'une identité. Donc ça veut dire qu'on a déjà un décalage par rapport aux réalités du moment. C'est au législateur de faire le travail pour adapter notre code pénal aux nouvelles formes de criminalité, mais ne sombrons pas dans une forme de surenchère qui nous ferait renoncer aux standards de nos démocraties, qu'on partage avec d'autres pays dans le monde, parce que c'est ça qui doit résister d'abord.
Et puis ensuite, on se donne les moyens pour rendre la vie plus compliquée des attaquants et reprendre de l'avance sur eux. Voilà pourquoi, à ce stade, je pense qu'il ne serait pas légitime d'imaginer aller plus loin sur un droit qui obligerait les uns et les autres, finalement, à décliner leur identité et à renoncer à une forme de pseudonymat qui est utile pour contester politiquement, qui est utile pour se faire des amis quand on a peu d'amis, qui est utile parfois quand on a besoin d'avoir des vies sociales qui ne sont pas forcément exposées au grand monde.